Bonsoir, à partir de demain, Brazzaville sera de nouveau la capitale de la France libre, et ce à la faveur d'un colloque sur les indépendances des pays francophones d'Afrique. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que c'était le 28 octobre 1940 que le général français de Gaulle faisait de Brazzaville la tête de pont de la résistance contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État, qui est convié à ce colloque, a rejoint l'autre rive du fleuve. La République du Congo a momentanément ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour accueillir à Brazzaville plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'autres personnalités politiques, culturelles et du monde scientifique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 octobre en fin d'après-midi pour répondre à l'invitation lui adressée il y a 2 semaines par son homologue Denis Sassou Nguesso. Au beach de Brazzaville, le chef de l'État congolais a été accueilli par le ministre Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les 5 chefs d'État invités aux célébrations inhérentes à la ville de Brazzaville, capitale de la France libre il y a 80 ans. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, le maréchal Idriss Déby du Tchad, Paul Biya du Cameroun et Madame Christine Osuka Rapanda, Premier ministre de la République gabonaise, sont aussi annoncés ici à Brazzaville. Chacun d'eux prendra la parole au colloque qui s'ouvre ce mardi au Palais de Congrès. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la francophonie par sa secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Il s'agira, à travers cette célébration, de sceller les liens historiques qui existent entre la ville de Brazzaville et la France libre et de retracer tous les processus qui a conduit aux indépendances des ex-colonies françaises d'Afrique noire à partir de Brazzaville. Président en exercice de l'Union africaine de 2021, les chefs de l'État devraient profiter de cette présence physique de ses homologues africains pour évoquer des questions bilatérales et continentales d'intérêt commun. Grâce au Code des investissements, l'État congolais donne des avantages aux entrepreneurs du secteur privé afin de les aider à implanter leurs projets. Une mission conjointe du ministère du Plan ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, est allée visiter ces différents projets en pleine expansion. Entre 2018 et 2019, plus de 150 projets privés ont pris corps avec l'accompagnement de l'État. Grâce au Code des investissements dont le suivi est assuré par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, plusieurs entrepreneurs ont reçu des agréments pour leurs projets, avec en attache des avantages fiscaux et douaniers considérables. La mission conjointe au ministère du Plan ANAPI a constaté la bonne évolution de ce projet. À Goma, la société Nourou, qui évolue dans la production et la distribution de l'énergie et de panneaux, a déjà créé plusieurs emplois avec son coût d'investissement de 18 millions de dollars. Une concurrence loyale avec la société B-Box, qui propose aussi le même service dans les zones du Kivu et Katanga. Cette entreprise envisage de créer jusqu'à 410 emplois. Le secteur de l'énergie étant libéralisé, un autre opérateur, Socodé, propose également de services en énergie électrique à la population des Goma. Le projet a également créé 2 emplois et tend à en créer d'autres. L'exploitation de ressources locales, c'est ce que fait la société Loya, qui produit du chocolat à base du cacao du pays. Non encore agréée, cette société s'est déjà rapprochée de l'ANAPI pour ce faire. Goma Serena Hôtel, c'est cet établissement hôtelier qui fait la fierté du pays dans ce coin. Ayant bénéficié des avantages du Code des investissements, cette société a pu importer tout son matériel pour donner sens à ses bijoux du bord du lac. À Bukavu, le Kivu Pétrole et Stockage s'est spécialisé dans la distribution du carburant grâce à l'appui de l'État au travers l'ANAPI.
La délégation a également visité l'hôpital Saint-Luc, un établissement hospitalier de haute facture en plein Bukavu. Ces équipements ont été acheminés grâce aux avantages accordés par les codes des investissements. Les établissements Mwinja, toujours à Bukavu, s'ouvriront prochainement pour assurer la fabrication des tuyaux PVC de différentes dimensions. Avantage reçu, ce projet de plus d'1 million de dollars prend forme tout doucement. Loin du Kivu, l'usine de traitement d'eau Oasis IPM assure de l'eau potable aux habitants de Kindu grâce à l'accompagnement de l'État par l'ANAPI. Ici, plus de 1400 bouteilles de 1,5 ml sont produites en 1 heure. Toujours à Kindu, la savonnerie NASA propose 2 barres de savon aux populations urbaines de Kindu, toujours grâce au soutien de l'État par le Code des investissements. Grâce à l'accompagnement de l'État, plus de 15 000 emplois ont déjà été créés par de privés. Reportage de José Baïtouambo. Il y a quelques jours, le pont Saké dans le Nord Kivu a été emporté, endommagé par une forte pluie torrentielle. La crue de la rivière a sérieusement endommagé cette infrastructure située à 30 km de la ville de Goma. Le pont Saké vient d'être remis en état et déjà quelques vivres ont été acheminés pour soulager le sinistré Edith Chala. Resté à Goma, sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai, a terminé sa caravane humanitaire au Nord Kivu par l'inauguration du pont réhabilité de Saké. L'eau courante coule à nouveau, les écoles ont été réfectionnées à la grande satisfaction des populations de Massissi. Aujourd'hui, je suis content de finir le travail de la caravane humanitaire dans la province du Nord Kivu. Et on va continuer avec cette caravane dans d'autres provinces. Par le Mwami Nicolas Kalinda Kibanja, la population a dit sa gratitude au chef de l'État qui avait chargé le ministre des Actions humanitaires de suivre les travaux. Des vivres et non-vivres ont été remis à la population victime des inondations. Il s'agit entre autres de tôles, planches, clous, matelas, friperies, pagnes. La liste n'est pas exhaustive. En marge de sa caravane humanitaire, Steve Mbikai a, la veille avant de se rendre à Saké, a prêché le solidarisme africain, idéologie socialiste de son parti politique, le Parti travailliste. Un discours qui a convaincu une bonne partie des cadres du Nord Kivu qui y ont adhéré. Nous avons trouvé que, selon l'idéologie du parti, qui a été le cheval de son enseignement, nous avons compris qu'on pouvait construire un monde autour de bonnes idées. Et nous avons compris que lui, son cheval de bataille n'étant pas de parler des hommes, mais des idéologies avec lesquelles nous pouvons arriver à construire un autre monde, cadré sur le solidarisme africain. Le pont Saké qui reprend du trafic, le pont Loaï dans le Kwango, lui, est impraticable parce que coupé en deux, ce qui rend difficile le trafic et les échanges à Popo Kabaka. C'est un constat de Eric Kabamba. C'est une descente du conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba, et qui pourra très certainement apporter des solutions à cette population de Popo Kabaka. Cette population connaît une situation difficile depuis pratiquement plus de 5 ans suite à la destruction du pont Loaï. Traverser ces ponts d'importance capitale est aujourd'hui devenu un véritable chemin de la croix pour les habitants de ces coins. Difficile pour cette population de faire des transactions de produits de première nécessité avec les territoires voisins, notamment les territoires de Kasongo-Lunda. Une situation qui ne cesse de causer la flambée des prix de toutes les denrées alimentaires sur le marché. Tous les fils et filles de ces coins, profitant de la présence de ces conseillers du chef de l'État, n'ont émis qu'un seul vœu, celui de la réhabilitation totale de ces ponts. Les soucis qui nous préoccupent ici pour le moment, c'est cette voie, la route qu'il faut aménager, l'ouverture de cette route par le pont qu'on va jeter ici, ça sera un ouf de soulagement pour nous ici. Bien avant, David Moukeba a aussi visité la route nationale numéro 1 dans son tronçon, compris entre Bukangalonzo à l'entrée de Popo Kabaka. Ses conseillers principaux ne cessaient de s'arrêter à chaque coin pour s'imprégner de l'état actuel de ces tronçons. C'est tard dans la nuit et avec un sentiment d'une mission accomplie et que David Moukeba a regagné Kinshasa dans les soucis d'apporter des solutions idoines aux doléances de la population reçues dans ces coins du pays.
Les éléments de la police nationale congolaise ont été exhortés à plus de discipline et de vigilance. C'est le message qui leur a été lancé lors d'une parade sur place par le commissaire provincial adjoint du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kasongo, qui a effectué une tournée dans quelques commissariats urbains et territoriaux de quelques territoires de la province du Nord Kivu. C'est sur instruction du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli, que le commissaire provincial adjoint du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kasongo, a fait la ronde des commissariats urbains et territoriaux dans le Grand Nord. À l'étape de Lubero, une parade a été tenue au cours de laquelle les éléments de la police nationale congolaise, garnison de Lubero, ont été exhortés à la discipline qui constitue la mère des armées, au développement des activités de la police et à la politisme des hommes en uniforme. Ceci sans oublier la mission de la police nationale congolaise qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette messe officielle a été suivie d'une réunion avec les officiers du coin. Même message pour les officiers des garnisons de Butembo, Oicha et de Béniville. Le commissaire supérieur principal a, au nom des autorités de la PNC, remercié les éléments qui assurent la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Au nom du commissaire provincial, au nom du commissaire général, nous disons merci à tous les cadres, en commençant par le commandant Siat-Terre, à tous ses collaborateurs et surtout à la troupe. Parce que sans troupe, personne ne pourra être appelé commandant Siat-Terre ou bien commandant escadron ou bien commandant groupe. La situation des évadés de la prison de Kangwaï à Béni a été également évoquée. Dans ce cas, a dit le commissaire provincial adjoint du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kasongo, la vigilance doit être redoublée afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise. Cette tournée rentre dans le cadre de la coordination des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public dans le Grand Nord. En sa qualité de coordonnateur de cette structure de la police, le commissaire supérieur principal Van Kasongo ne jure que pour la paix dans cette partie du pays. Un expert en urbanisme veut apporter sa contribution pour élaborer un plan d'aménagement des villes congolaises. Baudouin Michel, c'est son nom, était devant le Conseil économique et social où il a esquissé quelques pistes de solutions pour ralentir l'exode rural. Le résumé avec Annie Mbalaka. En République démocratique du Congo, les provinces et territoires s'évident du jour au jour. L'exode rural vers Kinshasa est souvent dû à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité et beaucoup d'autres facteurs. La capitale, qui comptait jadis plus de 400 000 âmes en 1960, compte à ce jour plus de 8 millions d'habitants. Une explosion démographique qui a entraîné une extension considérable de la ville vers les zones périphériques, avec comme conséquence les constructions anarchiques, les embouteillages et bien d'autres. Il va falloir mettre sur pied un nouveau plan d'aménagement pour la République démocratique du Congo. Baudouin Michel, un agroéconomiste, propose des ceintures vertes autour des grandes villes de l'RDC et ses multiples avantages dans l'amélioration des conditions existentielles des Congolais pour Kinshasa. Comment peut-on anticiper l'ensemble de l'aménagement du territoire et y existe-t-il des solutions pour maintenir des ceintures vertes autour de la ville de Kinshasa, permettant de fournir des services écosystémiques aux habitants. Il y a eu des périodes en RDC où l'exode rural a été ralenti. Donc l'idée, c'est d'offrir de meilleures conditions à l'intérieur de ces interlands pour stabiliser les populations et donner de l'emploi aux jeunes ruraux, parce que sinon les jeunes vont migrer. S'ils n'ont pas d'emploi dans les campagnes, au village, ils vont migrer, ça c'est certain. La sécurité des biens et des personnes, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes font partie des remèdes pour briser l'exode rural. Présidée par Jean-Pierre Kiwakana, cette plénière tenue le lundi 26 octobre 2020 a épuisé toutes les matières inscrites à l'ordre du jour. Les journalistes de radio communautaire, eux, devraient traiter l'information sur la Covid-19 avec professionnalisme. Depuis ce matin, ils sont initiés aux fondamentaux du traitement de l'information. Christine Lenzo.
Cet atelier organisé par l'UNESCO vise le renforcement des capacités des journalistes des radios communautaires de la ville de Kinshasa afin de les amener à bien traiter les informations relatives à la COVID-19 pour que le public soit à même de bien lutter contre la propagation de cette pandémie. Selon les représentants résidents de l'UNESCO en RDC, Dr Jean-Pierre Ilboudo, la lutte contre les infections à la COVID-19 repose en bonne partie sur la collaboration des personnes et le respect des recommandations émises par les instances de santé publique et sur la diffusion d'une information facile à comprendre et suscitant la confiance du grand public. Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, une autre épidémie fait rage, c'est celle de la propagation des fox ou fake news. 3 jours durant, ces hommes des médias vont bénéficier de cette formation financée par la Banque mondiale à travers son projet éducation que Notwet est chapeauté par l'UNESCO, ce qui permettra de stopper net les fake news et autres mauvaises informations. Notons cependant que lors de l'ouverture de la dite cérémonie, les ministres de la Santé, Eteni Longondo, et son collègue de la communication et des médias, Jolino Makelele, ont tous deux remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et salué l'implication du gouvernement congolais dans la lutte contre la COVID-19. Il faut donc réinventer la manière de se conduire, de se tenir, de recueillir l'information et de distiller l'information au regard de cette situation nouvelle. Cette crise sanitaire constitue un obstacle de taille à la stabilité sociale et à la croissance économique. La COVID-19, une situation qui a surpris le monde entier, il est tout à fait normal que les journalistes soient formés pour être armés des outils nécessaires, complétant sa formation de départ. On les appelle les femmes des lettres congolaises. Elles veulent briser le silence en parlant des vrais problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Elles se sont présentées officiellement au public ce lundi et elles sont parrainées par la première dame. Donc le vice 19 ezali 45 ezali ngamna salia eh nga 45 non na yo ki on terre yo zo mona teso muto obela ngata na TV ba oloba mo asana 45. Tel un photographe qui donne des visages aux noms, ces femmes, elles, donnent des mots aux pensées profondes cachées dans le silence. Elles sont écrivaines, dramaturges, conteuses, rappeuses, slameuses, philosophes, libres penseurs de toute génération, exerçant des genres littéraires au style varié. Couchant leur imagination sur une feuille de papier, les traduisant en chansons ou même les exprimant sur les planches, ces femmes désormais réunies en association utilisent les langages littéraires pour mettre des mots sur la condition de la femme et de la jeune fille et aussi militer pour que les œuvres féminines soient reconnues de tous. Il était important que les femmes de lettres se mettent ensemble. Il y en a beaucoup au Congo, mais malheureusement, elles sont inconnues du grand public alors qu'elles ont de beaux écrits. Je crois que vous avez vu l'événement de ce soir. Vous voyez que la femme pense, la femme réfléchit et la femme s'exprime par ses écrits et qu'il est bon de temps en temps de les mettre en avant. Et au-delà de ça, nous pensons aussi, c'est une idée, de créer une maison de la pensée féminine où il y aura une bibliothèque, il y aura une salle où les femmes pourront se retrouver comme dans des cafés littéraires pour discuter de différents sujets et pouvoir écrire et surtout promouvoir donc les écrits et voir aussi comment aider les femmes de lettres à publier et à distribuer leurs livres. Une initiative qui très vite va toucher la sensibilité de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, partisane de la promotion de la femme et de l'excellence, qui par sa fondation a parrainé le lancement de la FELCO. Nous avons aimé voir, de par ses actions, qu'elle est très portée sur l'éducation de la jeune fille. Et ça nous parle. Parce qu'on ne peut devenir que femme de lettres que par le fait qu'on va aussi à l'école et qu'on apprend et qu'on lit. Et donc, nous avons été très touchés par ce qu'elle fait pour la promotion et surtout l'autonomisation de la jeune fille. Et donc, on s'est dit, on va l'approcher et voir si elle peut accepter d'être la marraine de cet événement. Et elle a gracieusement accepté et nous sommes vraiment honorés qu'elle ait en plus pris la peine de venir assister à cette cérémonie. Ces femmes des lettres congolaises ont trouvé en la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi un allié aux côtés de qui menait la noble lutte du changement des conditions féminines dans le pays et de la promotion de l'excellence. Le nouveau chef de la maison civile du chef de l'État, M. Bruno Miteo, a présidé la toute première réunion avec son administration, Blaise Kitiki.
Nommé en remplacement de Monseigneur Gérard Moulumba, le docteur Bruno Miteo Nyenge a pris langue avec son administration pour la première fois en présence de ses deux adjoints, Philippe Chibangu, en charge des questions administratives et juridiques, et Christophe Nyakeru Mwere, intendant et chargé de logistique du domaine privé du chef de l'État. Le nouveau patron de la maison civile a brossé la vision du chef de l'État sur la gestion efficiente du privé et de la politique sociale des œuvres sociales. Le chef de l'État a deux aspects dans sa vision. La gestion efficiente du privé du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un être humain, c'est un individu. Il est chef de l'État, il a des grandes responsabilités, mais il dit tout ce qui est de ma vie privée, mes relations, mes projets personnels, tout ça, je confie à une équipe. C'est une confiance. On ne confie pas sa vie privée à n'importe qui. Deuxième aspect, et ça entre dans le cadre du slogan qu'il appelle « Le peuple d'abord ». Le chef de l'État voudrait que la maison civile s'investisse dans la politique, dans la stratégie de création, de gestion et de développement des œuvres sociales. Un diagnostic total de la structure et de son fonctionnement sera fait afin de proposer des actions phares capables de contribuer à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Un émissaire de Félix Tshisekedi auprès du chef de l'église kimbanguiste Laurent Batumona est en Kamba pour évoquer les relations qui existent entre l'État congolais et l'église kimbanguiste et de bien d'autres sujets d'actualité. Le reportage de notre permanente à la Nouvelle-Jérusalem, Tétis Samba. Le chef de l'État va consulter prochainement la classe politique et les différentes classes sociales du pays. Il a dit lors de son dernier discours à la nation. Déjà, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché en Kamba son représentant, Laurent Batumona, auprès du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Avec l'émissaire du chef de l'État, les échanges ont tourné autour de l'état de route qui mène vers Kamba et d'autres sujets d'actualité. Nous avons échangé de l'actualité politique de l'heure. Vous savez que le président de la République il a lancé les consultations. Et nous souhaitons que l'église kimbanguiste, qui est aujourd'hui une confession religieuse importante au sein de la République démocratique du Congo, de pouvoir prendre part à ces consultations. Peut-être que son éminence Simon Kimbangu, il a des idées nouvelles, des suggestions qu'il peut proposer pour que le pays se reprenne. En tant que notable né Congo, j'ai cette obligation de venir aussi lui souffler à l'oreille les souhaits du président de la République. L'émissaire du chef de l'État a réaffirmé la volonté d'accompagner l'église kimbanguiste dans des projets de développement. La poliomyélite ainsi que bien d'autres maladies jadis éradiquées refont surface en marge de la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Rotary Club a organisé une série d'actions de vulgarisation. Chimène Dondo. C'est au travers un carnaval motorisé que les organisateurs ont voulu sensibiliser les parents contre cette maladie qui fait le ravage parmi les nourrissons de 0 à 5 ans. Deuxième temps fort de cette campagne de vulgarisation, après le porte-à-porte, une conférence de presse a éclairé la lanterne de Chevalier de la Plume sur le vaccin et quelles précautions à prendre. Organisé par Rotary International, témoignant l'éradication du poliovirus sauvage dans notre région africaine. Au nom du représentant de l'OMS, que je remplace ce soir, et à ma position de coordonnateur des partenaires de l'initiative mondiale d'éradication de la polio, je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont eu à contribuer de près ou de loin. À nos jours, le gouvernement congolais et ses partenaires, notamment Rotary, n'ont cessé de conjuguer leurs efforts en vue de contrôler, d'éliminer et d'éradiquer certaines maladies évitables par la vaccination. Rotary Club, qui a parrainé cette manifestation, prône le valeur de servir et de l'éthique de bonne volonté en tentant d'éradiquer totalement la poliomyélite.
Au sujet des consultations à venir, le collectif d'action de la société civile s'engage à accompagner ce processus, nous dit Riki Nzouzi. Les contenus du récent message du chef de l'État à la nation inspirent de plus en plus les différentes couches de la population favorables à l'idée de consultation, entamée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le cas du collectif d'action de la société civile, CASC en sigle. Ce regroupement des organisations formelles de la société civile a suivi avec intérêt et soutenu l'adresse du chef de l'État avant de noter avec satisfaction la résolution d'organiser les consultations de quelles sortiraient les décisions qui vont changer à coup sûr la physionomie politique actuelle de la RDC. Ce collectif émet le vœu de voir ces consultations constituer une bonne base de données sur les valeurs républicaines au-delà de clivages politico-tribal. Exhorte le chef de l'État à ne pas se limiter à ces consultations qui constitueront certainement une bonne base de données, mais de convoquer un dialogue qui aurait le mérite de rassembler le fils et filles de ces pays autour des valeurs républicaines, au-delà des clivages politiques et tribaux, et de produire des résolutions à l'instar de la Conférence nationale souveraine, CNS en sigle, à l'effet de favoriser un climat harmonieux propice au développement que nous appelons de tous nos vœux. Et les consultations initiées par le chef de l'État viennent à point nommé pour impulser cette dynamique qui ouvrira la voie à un dialogue inclusif, et les résolutions qui en seraient ici seront salutaires pour la nation. Le CASC s'engage à accompagner les forces politiques et sociales à considérer ces consultations non comme une occasion de règlement de comptes, mais comme un premier pas vers la réconciliation, la concorde et la cohésion. Au chapitre de partis politiques, l'action concrète pour le changement est en train de former ce cadre à l'idéologie de ce parti. 3 rotations de formation idéologique ont suffi pour réarmer le cadre de l'action concrète pour le changement ACC. Ce membre présente désormais le profil d'un cadre bien formé, capable d'évangéliser et de défendre l'idéologie du parti. Pour l'autorité morale de l'ACC, Maître Bienvenu Mbumbwe Dewagui, l'objectif de cette formation idéologique était de permettre au cadre de l'ACC à une bonne maîtrise d'un projet de société une fois soumis à la gestion de la Res Publica et aussi connaître les différentes options sur tous les secteurs de la vie nationale. D'entrée de jeu, le docteur Michel Ouaille a éclairé la lanterne de l'assistance sur la politique socio-culturelle de l'ACC. Pour lui, la sécurité sociale qui tient à la carrière d'un retraité doit être révisée en RDC. L'ACC s'est dit prêt à changer la donne. Dans la même optique, M. Melchal de Taou a présenté des stratégies nécessaires pour asseoir une meilleure politique économique et monétaire en RDC. L'ACC qui prône pour le fédéralisme, gage du développement durable d'un pays. Des illustrations pour soutenir cette idée ont été présentées et décortiquées par le camarade Albéric Toukouzou. Et pour boucler la boucle, l'autorité morale de l'action concrète pour le changement a fixé l'opinion sur les options politiques et juridiques en identifiant son parti. Un autre Congo, c'est possible. L'ACC ne désarme pas. L'ACC ne vient pas pour conquérir les pouvoirs pour les pouvoirs. L'ACC vient avec un projet cohérent afin que ses compatriotes puissent se retrouver. Chers compatriotes, un autre Congo est possible. Il suffit de le vouloir et de vaincre la peur. Et que nous allons décider que les choses changent, les choses changeront. Et ce n'est pas impossible, c'est possible. On ne peut pas aspirer diriger un pays sans connaître ses institutions, a martelé le président Bienvenu Mbumbwe. C'est dans ce cadre que les participants ont visité le nouveau bâtiment du Musée national de la RDC. C'est par une note de satisfaction et d'espoir qu'a pris fin la 3e session de la formation idéologique de cadre de l'ACC. C'est un compte-rendu de Mireille Ndeke. On les appelle les femmes éléphants. Elles vont évoluer au sein de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Elles se préparent déjà aux échéances futures. Leur présidente, Mme Magui Sakina Binti, ministre honoraire, les a présentées au public ce week-end en présence de Pati Tondouang. L'UNAFEC a désormais une nouvelle branche politique en son sein. Cette branche dite les mamans éléphants est l'initiative de Mme Sakina Binti Selemani Magui sous l'impulsion de son président national Gabriel Kyungu Wakumwanza et la coordination de son secrétaire général Lama Moukalai. À la sortie officielle le samedi 24 octobre dernier, cette branche politique a reçu la mission d'assurer le rayonnement du parti à Kinshasa tel qu'au Katanga.
Cette mission, explique-t-on, vise la préparation des échéances électorales de 2023 et leur succès éventuel. Cet événement a offert aussi une opportunité pour son initiatrice Magui Sakina Binti Selemani de présenter les membres au directoire et à l'interfédéral de Kinshasa après son installation officielle et à la prise d'acte de son installation par le vice-président Longangue au nom du président de l'UNAFEC. Fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi.